Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'écoute de l'émission Le Portal Fi de la Commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Djallon sur l'histoire récente de la Guinée. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous demandons de garder l'écoute. Aujourd'hui, notre thème va porter encore sur une autre page de l'histoire de notre pays. On va revisiter le livre du témoignage d'un des acteurs principaux d'un événement historique, celui du 22 décembre 1970. Nous savons que le commandant Diallo, nous avons fait une émission en français et une autre en pulaar concernant l'œuvre de ce grand patriote qui a marqué l'histoire de notre pays, qui s'était engagé à libérer notre pays de la dictature tyrannique de Sékou Touré. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage, c'est-à-dire du livre de sa fille. Sa fille a fait un livre, effectivement, sur la contribution du colonel Diallo le 22 décembre 1970 pour libérer les Guinéens du joug de Sékou Touré. Donc, l'émission aujourd'hui étant en français, demain aussi on aura la même émission mais en pulaar. Donc, comme vous le savez, l'émission sera assurée par notre frère et collègue M. Bachir Ba. Après son exposé, nous allons donner la parole au panel de la Commission centrale de Portal Fi Bantal Fouta Djallon et au panel de Radio Gandal. Ensuite, la parole sera maintenant aux auditeurs. Donc, sans plus tarder, M. Bachir Ba, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Bien, merci beaucoup, M. Barry. Je me joins à vous pour vous saluer tous ceux qui nous rejoignent dans le débat de ce soir, des débats qu'on avait interrompus pour des raisons diverses et qu'on compte reprendre à la suite de la demande générale. Parce que les gens ont compris que ces débats sont importants pour apprendre l'histoire de notre pays, pour en avoir des versions plus justes, plus cohérentes, débarrassées des toxins de la propagande du PDG. C'est dans ce cadre que nous avions fait une émission en hommage à un personnage injustement méconnu du nom de commandant Thierno Diallo, dont nous avions montré le rôle clé dans le débarquement, malheureusement sans succès, du 22 novembre 70. Nous lui avions rendu un petit hommage. Il mérite mieux que ça. Et c'est aujourd'hui avec plaisir que nous revisitons le même sujet grâce à la sagacité de sa fille, du nom de Belguissa Diallo, qui a réédité un livre qu'elle avait produit en 2014. Et elle explique les raisons pour lesquelles elle a réédité le livre. D'abord, c'est pour marquer le 50e anniversaire du débarquement. Et ensuite, c'est dû au fait que, en tant que journaliste, elle a eu accès à des documents nouveaux et des contacts nouveaux qui l'ont poussé à revoir le sujet pour mieux l'enrichir. C'est en soi une leçon parce qu'elle montre qu'on n'a jamais le dernier mot dans l'écriture de l'histoire, que ça nécessite une constante visite, une constante vigilance, ce que nous saluons en plus de son œuvre. Une présentation succincte de Belguissa. Elle est née en 1975. Elle est journaliste et écrivain. Elle a écrit 2 romans, Diasporama
et un autre qui s'appelle Ndeye Wouri et Jean-Pierre vivent au Sénégal, en plus de l'essai historique et politique qu'elle a fait en 2014 et qu'elle vient de rééditer. Et elle explique les raisons de l'écriture première de la première version. C'est parce que c'est une histoire qui la touche personnellement et parce que aussi les versions officielles de la géographie et de la propagande du PDG sont en totale contradiction de ce qu'elle intimement elle connaît de son père. Ce n'est pas étranger à nous Guinéens de savoir que c'est de nos compatriotes qui ont bravé la bête immonde du PDG le 22 novembre 1970 ont été traités de tous les noms. On les a traités d'anti-guinéens, ce qui est absolument abscon, n'a aucun sens. On les a traités de vendus. On l'a enseigné à des générations que c'est des monstres. Eh bien, quand on a connu son père et qu'on entend ça, il y a de quoi être révolté. Mais heureusement que Belguissa ne s'est pas contentée seulement de se révolter. Elle a mené ses propres recherches en tant que journaliste. Elle a produit un livre et elle l'a reproduit aujourd'hui avec de nouveaux documents. Et nous saluons l'œuvre sur plusieurs aspects. Elle a reproduit, la deuxième version due au fait que, comme je l'ai indiqué, c'était pour marquer le 50e anniversaire du débarquement. Et puis elle a été approchée par un chercheur portugais spécialisé dans la recherche, dans l'histoire militaire de son pays et qui lui a réveillé son intérêt. Ils ont discuté longuement et qui lui a indiqué qu'il y a des documents nouveaux qui ont été déclassifiés auxquels elle a eu accès. En plus, ce même chercheur du nom de José Matos a communiqué les coordonnées de Belguissa à Luis Costa Carrera, qui est le capitaine du bateau qui transporta l'équipe des débarquants en Guinée. Et dans ce témoignage, Belguissa explique que pendant la longue discussion qu'elle a eue avec Luis Costa Carrera, le capitaine du bateau, elle a compris que c'était un fin psychologue parce que pour la période courte qu'il a passée avec son père, eh bien, il en a compris la grandeur humaine et la forte personnalité. Et c'est lui, après, qui avait d'ailleurs fait faire les photos qu'on a diffusées et avec les Siraju Diallo et commandant Tierno sur lesquels on reviendra. Donc, le livre nous permet de revisiter cette page douloureuse de notre histoire. On ne la revisitera jamais assez, mais parce que on a besoin de rétablir les faits, de débarrasser notre nation des mensonges et de la propagande du PDG qui continue à opérer dans la tête des gens. Et c'est encore plus pernicieux parce que les gens véhiculent des idées reçues dans une nation où l'éducation et la presse sont de laisser pour compte. C'est très facile d'implanter des idées. Ce que tout le monde dit, c'est ce qu'on prend comme vérité. En plus, le plus souvent, c'est des mensonges. Et en nettoyant les faits, en s'inscrivant directement dans ce sujet, en plus qui a été traité de tabou, surtout le sujet de Guinéens qui ont osé s'allier avec une nation comme le Portugal de l'époque pour venir combattre un démon, eh bien, on en a fait un sujet tabou. Beaucoup de participants n'en parlent pas. Les gens sont sous la défensive quand on en parle. Et en donnant un visage humain, en revenant avec des documents à l'appui sur les faits, c'est une contribution notable dont on ne mesure pas aujourd'hui l'importance, mais que les générations futures apprécieront à leur juste valeur. Parce que jusqu'à présent, toute l'histoire récente sur la période triste du régime de Sékou Touré s'est cantonnée principalement à des livres écrits par des victimes, ce qui en soi a permis évidemment de montrer les traumatismes dans lesquels le régime du PDG a soumis les Guinéens, les cadres guinéens et ceux qu'elle avait sous sa coupe. Mais en plus, il y a toute une zone d'ombre qui a été laissée à tout un pan de cette histoire, à savoir les Guinéens qui ont résisté. On entend aujourd'hui encore véhiculer les Guinéens ne valent rien, les Guinéens ne valent rien. Eh bien, il n'en est rien. On a des preuves et dans quelques jours encore, on registrera d'autres exemples. Et commandant Tierno, dont la fille Belguissa a tiré le profil et l'histoire dans ce livre, est un exemple.
Et rappelons-nous qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient plus de 200 qui se sont engagés. Et en quelques 10 jours, comme on le rappellera ici, Koumanakéon a recruté 120 Guinéens au Sénégal, qui étaient prêts à aller se battre, à aller mourir pour libérer leur pays. On ne peut pas en 10 jours. Donc, il faut qu'on arrête cette autoflagellation qu'on dit toujours, parce qu'elle ne fait que renforcer les toxins de nos adversaires, des ennemis de notre pays. Les Guinéens ne valent rien, et il y a plein de Guinéens, et parmi ces gens-là, il y en a qui sont morts dans l'anonymat, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été torturés. Koumanakéon a pu échapper par miracle, et il est l'exemple vivant qui est chargé de transmettre à l'histoire les exemples de bravoure et de patriotisme que des Guinéens ont eu à un moment donné contre un monstre. Et en sortant l'histoire de l'opposition aussi, il y a une contribution énorme dans la mesure où la géographie du PDG a fait croire deux thèses qui sont absolument fausses et qui continuent encore à être véhiculées par les agents du PDG. Ces thèses sont que l'opposition était composée de mercenaires, de vendus, ce qui n'est pas le cas, c'est des pères de famille, des gens d'une dignité extraordinaire, ceux qui les connaissent en vantent les vertus. Je reviendrai sur quelques exemples qui m'ont été communiqués quand j'ai fait un petit article de présentation du livre. Et on a aussi prétendu que ces gens-là étaient soutenus par toutes les grandes puissances. On se rappelle tous quand on était jeunes, c'était le réseau allemand, le réseau de la CIA, le réseau français. On a fait croire à toute une jeunesse qui continue encore à la véhiculer faute de références comparatives, eh bien, à leur dire, à leur faire croire que tout le monde entier était à l'égard sur un petit pays comme la Guinée. On avait des richesses, on continue encore à vanter nos richesses, à vanter le faux choix de 1958 comme des points de mire de l'opinion mondiale pour des générations et des générations. Tout ça, c'est une tactique bien rodée de toutes les dictatures de vanter des faux mérites à un peuple pour qu'il puisse mieux le subjuguer. Et ces toxins sont encore bien en place. Dès que tu parles l'homme du 28 septembre, dès que tu parles les traîtres, les mercenaires, les anti-guinéens, eh bien, ça c'est à dépoussiérer totalement pour qu'on puisse regarder notre histoire sereinement, tirer les leçons qu'il faut, considérer ce qui est valable et ce qui a été erroné, eh bien, on le catalogue dans le catalogue des erreurs pour ne plus le répéter. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'à 37 ans après la mort de Sékou Touré, on est toujours à traîner les tares que son système a laissés dans notre pays parce qu'on n'arrive pas à les remettre à la lumière, à les mettre au grand jour, les débattre, dénoncer les mensonges, extirper les toxins de l'esprit des gens. Et le troisième point que le régime du PDG a fait accroire à l'opinion mondiale avec une cruauté et un cynisme sans précédent, c'est l'existence de toute une 5e colonne à l'intérieur du pays de traîtres qui étaient de mèche avec les personnes venues pour libérer le pays. Et bien, il n'en est rien. Sékou Touré a profité de l'hystérie internationale de l'anticolonialisme ambiant qui régnait à l'époque, eh bien, pour mettre sur la liste toutes les personnes dont il voulait se défaire et assurer l'exclusivité du pouvoir aux deux clans de sa famille. Voilà l'histoire pure et simple, c'est du banditisme le plus élaboré, le plus cynique, parce qu'en plus il se camouflait derrière des idées nobles d'émancipation africaine et d'indépendance contre le colonialisme. Le livre, avec des documents, pas seulement à travers une litanie de phrases, montre que et les faits qui sont relatés montrent qu'il n'en était rien. Ces 3 thèses-là sont absolument fausses. Et comme je l'expliquerai succinctement, on espère réellement que le livre, on aura un jour les moyens d'en faire un documentaire à publier et à archiver pour que les gens puissent s'en inspirer pour beaucoup plus de recherches et questionner encore plus profondément notre histoire. C'est ce à quoi Bliguissa Diallo, à la fin de son livre, appelle de toutes les façons. Une présentation rapide du livre, parce que c'est un livre qui fait quand même dans les 200 et quelques pages, que je ne pourrais pas présenter ici plus en détail, mais dont je conseille la lecture encore fortement. Le livre fait plus de 300 pages, donc je demande réellement que les gens se le procurent, le gardent
le lisent et le relisent parce que à chaque fois qu'on le relit, eh bien, on découvre des éléments nouveaux qui sont absorbants et d'autant plus intéressants que nous sommes les victimes de cette propagande et qu'on doit essayer de notre devoir historique de le laver. Belkissa, dans le livre, donc, après avoir campé son intention, après avoir campé le fait que comment il en est arrivé au processus de réécrire et de rééditer le livre, elle passe en revue des témoignages critiques sur l'événement du 22 novembre. Elle jette un regard critique qui est extrêmement intéressant parce qu'elle prend les livres qui ont été écrits principalement par des politologues, des journalistes et tout le monde, elle les compile avec le recul et elle montre toutes les incohérences qu'il y a là-dedans. Ça aussi en soi, c'est une contribution notable dans l'histoire parce que même ces livres qui sont les livres de référence, qui ont été tout jusqu'ici les livres de référence, montrent qu'il y a des erreurs énormes. En tout cas, elle pose beaucoup de questions. Elle ne démontre pas elle ne dit pas que c'est des erreurs, mais elle montre les incohérences. Et qu'elle explique notamment pour ceux qui ont été victimes de la dictature du PDG, comme les Alata, les Portos et autres, par le fait que, en fait, ils ont été emprisonnés et que, à la sortie de prison, après des tortures, eh bien, il y a des idées qu'ils ont ramassées comme ça, qu'ils ont véhiculées. Donc ça, c'est en soi cette approche critique de mettre à plat ce qui a été écrit pour mieux permettre d'avoir une perspective. C'est une contribution notable du livre. Ensuite, elle passe en revue rapidement, évidemment, la géographie du PDG qui est totalement mensongère, qu'il ne faut même pas prendre la peine de débattre. Donc, il y a nous qui l'avons subi, particulièrement nous qui l'avons subi et qui continuons à en subir les effets néfastes. Ensuite, elle s'intéresse particulièrement à des politologues qui faisaient des rapports. Et l'un des plus intéressants que je me permettrai de citer, c'est celui d'Alpha Condé, qui, dans un langage de révolutionnaire de campus, se met à juger carrément cette branche réactionnaire, vendue, mêlée avec des vendus de l'impérialisme et du colonialisme qui a fait ce coup, alors qu'il n'en était rien du tout. Et l'autre aspect sur lequel Belkissa insiste succinctement et sur lequel moi j'ai aussi insisté dans l'article que j'ai fait sur le livre, c'est le fait que certaines victimes, certaines personnes descendantes de victimes qui ont été emportées par les purges de 1970 à 72, certains d'entre eux véhiculent encore l'idée que l'impréparation ou la provocation des débarquants a été la raison de l'arrestation de leurs parents, de leur exécution et des malheurs qu'ils ont subis. Ce qui n'en était rien du tout, pour plusieurs raisons. La première est que l'intention des combattants n'était pas de faire massacrer le Guinée, au contraire c'était de les libérer, mais comme on ne peut pas faire des œufs sans casser des omelettes, ils étaient même, eux, prêts à être les œufs qu'on casse. Donc on ne peut pas les reprocher d'avoir été irresponsables. Ensuite, il faudrait qu'il y ait dans la stratégie militaire de l'humanité, qu'il y ait des opérations qu'on prépare sur papier et qui s'exécutent comme on l'a préparé. Ça n'a jamais existé. Toute opération humaine, a fortiori une opération militaire, a des dérapages et à 50% au minimum au départ de chances d'échec. Donc, dire que les gens ne sont pas préparés, n'ont pas été ça suppose qu'il y a une préparation parfaite, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, les victimes la plupart des victimes ont été emportées. Tous les cadres étaient déjà sur des listes d'attente. Ce qui a fait accélérer l'exécution d'un plan diabolique de ce qu'il lui-même avait appelé le complot permanent. Il ne faut pas se leurrer. Ce complot permanent a existé. Il consistait à profiter de n'importe quelle occasion pour liquider toute personne à même de poser le moindre danger au régime de Sékou Touré, ou toute personne même qui serait capable de lui porter ombrage, parce qu'il se voulait un messie, il se voulait infaillible, il se voulait le plus grand théoricien de l'histoire de l'Afrique. Ce qui Cabral a payé le prix à cause de ça, parce que Cabral était apprécié, eh bien, Sékou Touré ne tolérait pas ça, il l'a fait liquider. Donc on ne peut pas accuser les patriotes guinéens qui ont sacrifié, dont la plupart ont sacrifié leur vie pour libérer notre pays, d'avoir provoqué un carnage. Ça, c'est totalement inadmissible.
c'est totalement irresponsable. Ça s'étend un peu là-dessus. Elle demande tout juste à ses victimes, aux descendants de ses victimes, l'indulgence de lire l'histoire avec un peu plus de lucidité. Moi, je dis que c'est totalement inacceptable. Ça, c'est mon opinion. On ne peut pas se permettre, après avoir traîné pendant plus de 72 ans ou plus, les tares de dictature sans répit, se mettre encore à accuser les personnes qui s'engagent à combattre de légèreté, d'irresponsabilité ou de provocation. Ça, c'est des termes à bannir de notre vocabulaire parce que c'est des toxins qui envahissent notre tête et nous immobilisent. S'il vous plaît. Donc, voilà pour camper en gros le livre, et je vais me permettre de parler de quelques extraits sur l'événement lui-même. Ces extraits consisteront aux événements qui ont précédé le débarquement, parce qu'il y a eu une préparation qui a avorté et qu'elle explique, avec des documents à l'appui. Ensuite, la préparation du débarquement. Troisième point, en gros, un sommaire de ce qui s'est passé le 28 septembre, tout juste pour montrer qu'il n'y a pas eu de résistance intérieure, il n'y a rien du tout, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu de résistance, rien du tout. Les gens attendaient pour voir comment le vent tourne, et quand il a mal tourné, eh bien, ils sont tombés dans la panique, et ceux qui sont levés pour aller aider le gouvernement, on sait ce qu'on en a fait. Et ensuite, dans la préparation, dans ces trucs-là, on parlera des mauvais comportements de certains de nos compatriotes dans l'opposition. Certains ont trahi, certains ont détourné de l'argent. Sur tout ça, ça a contribué à l'échec de l'opération. Ensuite, en conclusion, je tirerai une conclusion rapide avant de passer la parole aux autres participants du panel. Pour ce qui est donc de la préparation des antécédents au 22 novembre 1970, dans l'année 1970, l'un des acteurs principaux à l'époque de l'opposition guinéenne à l'extérieur, c'était David Souma. David Souma, c'était un ancien contemporain de Sékou Touré, qui était chef du syndicat chrétien de la Guinée. Quand il a compris que Sékou Touré commençait à utiliser la violence, en 1956, David Souma a fui la Guinée. Pour vous dire, avant l'indépendance, il a vu que Sékou Touré c'était un danger, il a fui. Il a multiplié beaucoup de contacts, il a été très actif à l'extérieur du pays pour essayer de combattre le régime de Sékou Touré. Et il a noué des contacts avec tous les chefs d'État environnants, il avait des accès à tout le monde, à Houphouët-Boigny, à Senghor, même si ces gens-là hésitaient à soutenir une opposition guinéenne pour des raisons qui leur sont propres. Et finalement, il est entré en contact avec le Portugal, dont il savait qu'ils avaient les mêmes ennemis. Le PAIGC, c'était l'ennemi des Portugais, et Sékou Touré, c'était l'ennemi des Guinéens. C'est l'ennemi des Guinéens jusqu'à présent. Eh bien, David Souma, donc, a fait appel, à partir de 1966, quand le commandant Tcherno a pris sa retraite dans l'armée, ils lui ont fait appel, ils lui ont dit, on a besoin d'un militaire comme toi. Parce qu'on a fait la biographie du commandant Tcherno, on sait que c'est un soldat dans le sens réel du terme, il a fait des guerres, et il sait de quoi il parle. Eh bien, ils l'ont coopté, et alors que le commandant Tcherno s'était installé au Sénégal, en 1970, et puis il reçoit un appel de David Souma qui lui dit que, eh bien, il faut que tu ailles en Côte d'Ivoire pour voir Houphouët-Boigny. Il organise la rencontre, et le commandant Tcherno saute dans l'avion, il va en Côte d'Ivoire, il est accueilli par Houphouët-Boigny, et il cite dans ses mémoires ce que Bilkis a rappelé. Houphouët-Boigny dit, il s'excuse d'avoir aidé à mettre Sékou Touré à la tête de la Guinée. Il dit, je sais que les Guinéens ne me pardonneront jamais. Je suis en partie responsable de leur malheur car je leur ai imposé à leur tête Sékou Touré au congrès de notre mouvement en 1946. Sékou Touré a été désigné par moi-même pour s'occuper de la Guinée. C'est bien là le point de départ de votre malheur, je le reconnais. Donc Houphouët-Boigny a dit ça à commandant Tcherno. Il lui a dit, dis-moi ce dont tu as besoin pour que je t'aide. Le commandant Tcherno lui a fait la liste de tout l'armement dont il aurait besoin. Et il a appelé sur le champ le ministre de la Défense, qui a mobilisé, il a dit à commandant Tcherno d'aller voir le ministre de la Défense. Il est allé le voir, et le ministre de la Défense lui a monté le matin, il dit, bon, je l'achemine jusqu'à près de la frontière, le reste, vous vous en chargez. Le commandant Tcherno était aux anges. Bon, il voyait réellement l'œuvre de sa vie. Et le lendemain, Sékou Touré fait un discours disant qu'effectivement, il y a une préparation, le commandant Tcherno est à Abidjan, qu'il a rencontré Houphouët-Boigny, etc., etc. Et il s'avère que la taupe qui a dévoilé ce secret, c'est un certain capitaine Amadou Dieng,
qui était le premier adjoint de commandant Tcherno. Il était de connivence, il était payé par l'ambassadeur de l'époque au Sénégal. Eh bien, cet autre ambassadeur Tibou Tunkara, qui sera ministre, ambassadeur en France d'abord, ambassadeur au Sénégal et puis ministre, et qui sera exécuté un an plus tard. Donc, David Souma, en voyant que l'opération a été éventée, eh bien, il prend peur, il se rétracte. Et puis, commandant lui explique que ça, c'est des choses normales dans une lutte. Il y aura toujours des trahisons, mais ce n'est pas une raison pour démissionner et tout abandonner. Et David Souma ne voulait plus entendre parler de ça. Commandant nous dit d'accord, moi j'ai les contacts, je vais reprendre l'opération. Il a repris l'opération tout seul, sans moyens, et il avait de l'argent, il finissait de construire sa maison à Dakar. Il avait à l'époque 750 000 francs CFA de disponibles, et il se met à recruter des gens. Et c'est là que j'ai dit, en 10 jours, il mobilise 120 personnes, dont des anciens combattants guinéens, en 10 jours, avec le peu de moyens qu'il avait à l'époque. Mais pendant qu'un de ses envoyés était vers la Casamance, il se fait arrêter. La police sénégalaise l'avait traqué et en recrutant les hommes, eh bien, ils remontent à commandant Tcherno et puis ils arrêtent commandant Tcherno. Ça, c'était en juillet 1970, 4 mois avant leur débarquement. On le garde, on prend commandant Tcherno, on l'emprisonne. Sectouri apprend que commandant Tcherno a été arrêté. Il fait des pieds et des poings pour faire extrader commandant Tcherno. Et la femme de commandant Tcherno, la maman de Belgui, c'est donc qui a écrit le livre, et David Camara Lai, qui était un ami très intime de la famille, ils se démènent par tous les moyens pour sauver commandant Tcherno. Et ils informent l'ambassadeur de France qui aussitôt appelle le ministre de l'Intérieur, il dit ça, c'est un officier français qui a pris sa retraite, qui s'est établi librement dans votre pays, il faut que vous me le rendiez. La France fait une pression, un agent spécial vient de prendre commandant Tcherno en prison, le met là-dedans, il ne savait même pas où l'amener, ce n'est que quand il est arrivé à Paris que le journaliste, quand le pilote lui a dit, j'avais ordre de vous ramener en France. Sa famille reste au Sénégal, on la bloque là-bas. Pendant un an, sa femme n'a pas pu sortir du Sénégal. Sectouri faisait des manœuvres de toutes sortes pour des tracasseries, parce qu'il n'a pas pu mettre la main sur commandant Tcherno lui-même. Et donc, commandant Tcherno retourne en France, sa famille reste au Sénégal. Entre-temps, il renoue les contacts avec les Portugais. David Souma naviguait derrière, et certains commandants Carvalho de l'armée portugaise les fait rencontrer en septembre. Donc ça nous donne une idée de la préparation. Rappelez-vous, c'est en septembre qu'ils se sont rencontrés pour réconcilier entre David Souma et commandant Tcherno. Commandant Tcherno, ils étaient à froid après les événements et la trahison et la fuite de la Côte d'Ivoire. Et le commandant Carvalho le réunit. Il dit, il faut que vous vous réconciliez pour qu'on puisse vous aider. On a besoin d'un militaire de l'envergure de commandant Tcherno. Eh bien, à ce moment, le commandant Tcherno lui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est balayer Sectouri. Je suis prêt à me réconcilier. Donc, il se réconcilie. Et entre-temps, il se réconcilie. Il commence à préparer l'opération. Et dans la première quinzaine du mois de novembre 1970, le commandant Carvalho vient les prendre et pour les amener à Lisbonne. À ce moment, il lui a demandé est-ce qu'il peut amener quelqu'un. Il a dit oui. C'est à ce moment que le commandant Tcherno a appelé Siraju Diallo. Il a dit est-ce que tu peux venir avec moi. Donc toute cette campagne qu'on sait que Siraju a organisé ça, voilà les faits. C'est le commandant Tcherno qui l'a appelé, il l'appelait Montesinger. Il l'a ramené, ils sont allés à Lisbonne, ils ont été reçus à bras ouverts, comme des personnalités. Après, on les a bien logés. Après, un avion les a pris pour les amener à Bissau. L'opération était en train de se préparer. Ils sont allés à l'île de Soga où les Guinéens avaient été recrutés. Et puis, ils ont commencé à bien préparer l'opération. C'est à ce moment que, toute cette opération, que Gérard Diallo a été impliqué de façon active dans cette opération. Voilà donc pour les faits. Pour tout ce qu'on dit de le manque de préparation, on peut le trouver. À ce moment, quand le commandant Tcherno arrive, il visite les troupes, il voit l'état de préparation, et il dit ça, le plan là n'est pas bon. Ça, c'est pas bon, il faut totalement changer de plan. Spinola lui dit non, on ne change absolument pas de plan, il faut qu'on l'exécute d'ici la fin du mois de novembre, parce qu'il y avait des considérations météorologiques et tout le reste, c'est leur propre impératif
stratégique, consistait à libérer leurs prisonniers. Après, il lui jette à la figure, vous avez peur, mon commandant, de participer à la libération de votre pays. Commandant Chen lui répond, dans ce cas, je décline toute responsabilité en ce qui concerne le déroulement de l'exécution de ce plan. Nous n'avons aucune chance de réussir sans modification du plan que vous proposez. Voilà donc pourquoi il s'est engagé à partir. Mais avant de partir, ils font les comptes de l'argent qui a été reçu. Si les soldats qui ont été recrutés ont été payés, ils devaient être entre 100 et 150 000 francs, et les officiers, sous-officiers devraient recevoir 350 000 francs. Et c'est là que le commandant Tchern réalise que l'argent a été détourné. Les soldats ont reçu entre 15 et 20 000 au lieu de 100 à 150 000, et les sous-officiers ont reçu entre 75 et 100 000. Les sommes ont été délabellées par les hommes de David Souma et d'autres personnes, dont Barry Mundiru, un certain Balde Suleiman, un Barry Antoine, un Hadj Lelano, un Hadji Kourouma Kali. Voilà donc les principaux responsables du détournement des sommes destinées aux soldats et à leurs familles. Donc il y a eu détournement de fonds. En plus de ça, il y a eu trahison. Et l'une des personnes que le commandant Tchern nomme, qui a trahi son compagnon qui s'appelle capitaine Mamadou Samba, qui a été arrêté avec 37 autres Guinéens par la police gambienne alors qu'il s'acheminait à Bissau. Ces 37 personnes ont été dénoncées, semble-t-il, par Barry Mundiru, et ils ont été arrêtés par Daouda Diawara, qui était le président de la Gambie à l'époque, premier ministre à l'époque on disait, et Sékou Touré a demandé qu'on les rapatrie. Kabassan est venu les chercher. Eh bien, on les a mis dans un avion et ils ne sont jamais arrivés à Conakry. On les a jetés en haute mer de l'avion. Et une autre personne qui est accusée de trahison, bien c'est Sadou Bobo dont on parle beaucoup. Sévère qui a parlé Sadou Bobo, Barry Mundiru, on entendait tout le temps parler comme si c'était des diables. Eh bien, une personne dans le livre, du nom de Marie Lorofi, qui est la femme de Camara Lai, eh bien, elle pense que c'est Sadou Bobo qui est venu l'inciter en lui disant que son père était malade, il faut qu'elle ait en Guinée. Eh bien, c'est lui qui l'aurait vendu. Et on sait, quand elle est arrivée, elle est partie sans bagage presque pour rendre visite à son père, Siaka, avec lequel elle était en bon terme en France. Rappelons-nous de ça, toujours. Siaka, c'était un de leurs amis en France. Siaka l'a accueilli à l'aéroport. Elle était allée avec l'équipe du Sénégal. Elle a été arrêtée en juin 70. Eh bien, elle a été libérée 8 ans plus tard. Heureusement, elle vit toujours dans des conditions de vieillesse, malheureusement. On a pensé pouvoir l'interviewer, mais son état de santé ne lui permet pas. Et rappelons tout récemment, sa fille, la fille de Camara, le nom de Fifi Camara, est décédée en France il y a quelques 2 semaines. Que Dieu lui accorde sa pitié. Donc voilà pour ce qui est de la préparation et de l'exécution. On revient. Les citoyens locaux ont circulé dans Conakry cette nuit sans trop d'encombre. Ils n'ont soutenu ni les assaillants ni les forces loyalistes. Les assaillants n'ont pas attaqué le palais alors qu'il était illuminé et se sont rendus à la villa de Sékou qui fut détruite, mais ils n'y étaient pas. Sékou Touré semblait étonnamment calme et ne s'est pas empressé de se cacher, à l'inverse de certains de ses ministres. Point extrêmement important sur lequel on redébattra le reste de l'histoire de notre nation. Le plus grand désordre régnait parmi les militaires guinéens. S'il n'y avait pas eu de renfort du PAIGC et des Cubains, eh bien, la débandade aurait continué. Et, huitièmement, après la libération des prisonniers portugais, les dirigeants portugais de l'opération ont pris la décision de repartir avec leur matériel, laissant le gros des équipes guinéennes à leur sort. On a rappelé ici que le commandant Tcherno a été blessé au bras par un gendarme, mais après qu'il a essayé de s'enfuir, c'est les pêcheurs qui l'ont aidé avec leur pirogue à rejoindre les bateaux, c'est pour ça qu'il a été sauf. Donc, voilà en gros ce qu'elle raconte dans le livre. Pour ce qui est des faits, j'ai choisi certains éléments pour ne pas alourdir trop la discussion, laissant le temps d'en débattre. S'il y a des questions, on y reviendra. En dernier, je lui rends et nous rendons tous un hommage et au père et à la fille.
et nous rendons hommage aux victimes anonymes qui sont décédées dans le processus de libération de notre pays. Ils ont donné l'exemple à nous et aux générations futures de suivre le livre est ouvert. Si nous le lisons et que nous en retenions ce qu'il faut faire, eh bien, notre nation ne sera pas maudite. Si on continue à nous mettre la tête dans le sable et à insulter et à juger et à condamner ceux qui sont agis et qui sont morts de leur belle mort, eh bien, on continuera à broyer du noir. Et quand j'ai écrit l'article de présentation, je l'ai envoyé à Elhadji Bassirou Bari, l'ancien ministre de la Justice, le frère de Diawadou, et puis il m'a appelé, il m'a dit qu'il a bien connu commandant Tcherno qui le rendait visite chaque fois qu'il allait à Paris. Il a dit que c'est l'homme le plus droit qu'il m'a été donné de voir. Il a dit qu'il a de la chance d'avoir une fille comme Bilguissa pour retracer sa vie. Donc, Bilguissa, en parlant de son père, rend hommage non seulement à la Guinée, mais aussi elle rend hommage à toute une génération de gens qui ont combattu, qui ont donné un exemple à suivre et qu'elle dépoussière dans les décombres de l'histoire. Elle nous tire des exemples à suivre et nous n'avons qu'à les suivre pour libérer notre pays. Et en cela, nous saluons son œuvre, nous saluons sa famille et nous demandons à Dieu d'accorder sa miséricorde à son père et à ses compagnons injustement abattus. Enfin, elle appelle à la fin de ce livre à étudier l'histoire. Elle donne l'exemple en étudiant, en rééditant son livre. C'est un exemple, c'est un appel que nous réitérons à tous les intellectuels et historiens guinéens pour qu'ils se penchent sur notre histoire afin de la dépoussiérer, parce que ça, c'est une étape indispensable du combat que nous devons mener pour sortir notre pays de l'ornière de la faillite. Encore une fois, je vous remercie. Merci, M. Ba, pour votre brillant exposé. Vous nous aidez à comprendre les prises d'otages et puis les violations des droits humains actuellement que nous vivons avec l'incarcération de politiciens ou bien de Guinéens qui veulent s'exprimer. Aujourd'hui, les prisons guinéennes sont vraiment remplies de prisonniers politiques. Et à travers votre exposé, on arrive maintenant à comprendre d'où nous venons. Et effectivement, d'où vient vraiment cet héritage-là. Donc, sans plus tarder, comme on le fait souvent, on va passer la parole au panel de la Commission centrale du portal Fimantal Diallo pour leur contribution. Donc, M. Lamine Diallo, si vous nous écoutez, nous aussi, nous vous écoutons. D'accord, merci M. Barry. Merci Bachir pour l'exposé et aussi avoir pris le temps de lire un livre de 300 pages malgré toutes les autres occupations que je sais que tu as. Y compris remettre en ligne le site de Camboiro et le groupe avec lequel nous travaillons sur le problème des droits de l'homme en Guinée. Donc, je suis content de retrouver Radio Gandal. Je salue l'équipe de Fréquence Gandal ici et de encore continuer à les remercier pour leur disponibilité. Je salue tous les auditeurs de cette radio et je ferai tout simplement quelques réflexions sur l'exposé de Bachir parce que j'ai pu parcourir aussi le livre. Ce que je retiens, sans revenir sur ce que Bachir a dit, et la question que je me suis toujours posée, c'est comment les Guinéens ont été utilisés dans cette opération. Comme Bachir vient de le dire, quand le commandant Tcherno est arrivé en Guinée-Bissau, vraiment toute l'opération était prête pour aller attaquer la Guinée. Donc il n'a pas été associé de près à la préparation de l'opération militaire elle-même. Et d'ailleurs, comme il a fait la remarque à Spinola, qui était à l'époque le gouverneur de la Guinée-Bissau. Mais Spinola est un fasciste qui n'a aucun respect pour la vie de l'homme noir.
Donc, en fait, le Portugal, à mon avis, a préparé l'opération militaire tout simplement pour aller libérer leurs prisonniers à Conakry. Maintenant, je me demande la raison pour laquelle ils n'ont pas associé le commandant Tcherno, sachant que c'est un monsieur qui a une expérience militaire très avancée et qui a une carrière militaire brillante dans l'armée française. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont appris que le groupe du commandant Tcherno était sérieusement infiltré et qu'il y avait plein de fuites et que Sékou Touré était au courant de beaucoup d'opérations, de plans qu'ils avaient ou des conversations qu'ils avaient. Parce que, comme on le dit, hein, son voyage à Abidjan pour rencontrer Ofoé a été relié à Sékou Touré et Sékou Touré en a parlé dans la radio, dans un truc, publiquement. Et donc, ça les a exposés. Donc, le Portugal devait être au courant de ça. Et en plus, l'arrestation du militaire Samba et de son groupe, et aussi même l'arrestation du commandant Tcherno lui-même au Sénégal. Donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Ou alors, tout simplement, ils s'étaient entendus avec Sékou Touré, hein, parce que la conduite de l'opération aussi indique cela. Parce qu'ils n'ont pas attaqué le palais présidentiel à Conakry, bien que le palais était illuminé. Et Sékou Touré était là-bas. Ils n'ont pas attaqué le camp Alpha Yaya. Les militaires qu'ils ont envoyés là-bas se sont rendus. Pourquoi ils n'ont pas amené des militaires guinéens, hein, et des militaires blancs portugais? Donc, ils ont envoyé des militaires noirs de la Guinée-Bissau, hein, qui ne savaient rien pratiquement de l'opération, de l'objectif de l'opération, et ils se sont tout simplement rendus. Ils n'ont pas pris l'aéroport, ils n'ont pas pris le camp Alpha Yaya, hein, qui était le camp où il y avait l'armement, et qui était le seul camp qui pouvait répliquer contre une attaque. Hein. Et ils ont pratiquement raté la radio. Et donc, franchement, toute l'opération, les talkie-walkie qu'ils avaient, les appareils de communication radio qu'ils avaient ne fonctionnaient pas très bien. Et donc, franchement, les unités ne pouvaient pas communiquer. Et c'est vrai, ils sont allés au Camp Boiro, ils ont libéré les prisonniers qui étaient là, ils ont pris Lansana Diané, ils ont d'ailleurs voulu le tuer là-bas, c'est l'autre qui l'a sauvé, Askar Marof. Ou un autre Guinéen qui est prisonnier qui a dit non, il faut que lui, on le juge. Donc, tout ça me laisse croire que, tu vois, ces deux thèses, que franchement, l'opération, soit ils étaient de connivence avec Sékou Touré, parce que ce que nous savons, c'est que nous avons dit aux dernières émissions sur ce sujet, sur le débarquement du 22 novembre, c'est que Sékou Touré a fait transférer les prisonniers de Mamou à Conakry. Et les a mis sur là-bas. Et nous savons aussi, d'après certains témoignages, que certains des militaires étaient portugais, prisonniers portugais plutôt, et étaient à l'hôpital d'Onka. Et c'est là-bas qu'ils sont allés chercher certains d'entre eux. Donc, comment les Portugais ont su que ces gens-là étaient là-bas? Tout ça, c'est des opérations trucs. Dans le livre de Bilguissa, j'ai noté aussi que quand on a ramené les prisonniers en Guinée-Bissau, on les a mis dans une île et on les a isolés. Donc, ils n'étaient en contact avec personne. Donc, il y a eu, on a dû les débriefer là-bas et leur dire ce qu'ils doivent dire publiquement ou ce qu'ils ne doivent pas dire. Donc, je ne peux pas faire confiance entièrement à ce que les prisonniers portugais qui ont été libérés ce jour-là, à leur version des événements. Parce que je suis sûr que si les Portugais étaient de connivence avec Sékou Touré, ils avaient certainement conseillé à leurs gars de ne pas dire exactement ce qui s'est passé. Donc tout ça, il y a encore des zones floues. J'espère que les langues vont se délier, comme Bilguissa l'a indiqué à la conclusion de son livre.
Et je crois que aussi, quand elle s'est entretenue avec l'un des officiers qui était là-bas, à un dernier moment, quand elle a commencé à lui poser assez de questions, il s'est rétracté, il n'a plus voulu continuer à converser avec elle. Donc, tout ça me laisse croire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans ça. Ce qui est certain, c'est que les Guinéens ont été utilisés et que ça doit nous servir de leçon. Bon, quand il s'agit maintenant des Guinéens qui sont allés ce jour, ça, moi je les considère comme des patriotes et des héros. Parce qu'ils ont tenté de nous débarrasser du régime de Sékou Touré. Et Sékou Touré, sa machine à broyer les cadres guinéens et les entrepreneurs guinéens et les gens de familles nobles et tout ça en Guinée, cette machine était en marche. D'ailleurs, en lisant le livre de Mme Marega, il y a une partie qui est très critique, c'est que qui est très pertinente, c'est que les Européens, les Européens de l'Ouest, de l'Est plutôt, le bloc soviétique, avaient conseillé à Sékou Touré de se débarrasser de tous les cadres formés en Occident, n'étant formés en France à l'époque. Parce que, selon eux, ces gens-là sont déjà des gens qui ont de la culture capitaliste et tout ça, et qui ne peuvent pas être utiles à sa révolution. Donc, déjà, il y avait un plan en marche pour liquider tous les cadres guinéens qui étaient formés en France pour, en fait, nettoyer le système de l'influence qu'ils appelaient impérialiste ou colonialiste. Donc, cet aspect est là. Et donc, pour nous continuer à creuser, je suis sûr que les langues vont continuer à se délier. En tout cas, le livre est un très bon livre. Et Bill Gates a félicité pour être revenu sur le sujet. Et l'opposition guinéenne était vraiment, vraiment infiltrée à l'extérieur. Et les Jean-Marie Doré, et ce monsieur Djeng, à un niveau très élevé, franchement, c'était regrettable que le milieu soit aussi infiltré. Mais cela va aussi de la naïveté, peut-être, ou de manque d'expérience des Guinéens. Parce que chaque fois que quelqu'un vient vous dire ici qu'il n'aime pas Sékou Touré, venait nous dire qu'il n'aime pas Sékou Touré, qu'il est Guinéen, on lui faisait confiance, et puis bon, il intégrait le mouvement. Donc il n'y avait pas ce cloisonnement-là. Et donc, c'est ce qui a permis à Sékou Touré d'envoyer des prétendus opposants à son régime à l'extérieur, et qui finalement n'étaient que des agents de renseignement. Donc, c'est ça cette situation de cette invasion-là. Et nous devons tirer les leçons de ça pour savoir que toute opération de libération de la Guinée qui doit être menée doit être cloisonnée. Et on ne peut pas tout simplement faire naïvement confiance à des individus tout simplement parce qu'ils viennent vous dire qu'ils n'aiment pas telle ou telle personne. Et sur Alpha Condé aujourd'hui, vraiment il y a de forts soupçons qu'il était un agent du régime de Sékou Touré. Donc, très forts soupçons là-dessus. D'ailleurs, sa critique virulente contre cette opération du 22 novembre l'indique. Il a violemment critiqué cette opération. Donc, pour lui, cela ne devait pas se faire, ceci, cela. Mais les Guinéens n'avaient pas le choix. Sékou Touré était un tyran sanguinaire qui était en train de liquider ce pays. N'oublions pas ce qui s'est passé là-bas. 50 000 morts, près de 10 000 cadres supérieurs du pays, sur une population de 4 millions d'habitants à l'époque. Près de la moitié de la population partir en exil. C'est ça la situation de la Guinée à l'époque. Et à l'intérieur, une terreur totale. Une famine qui ne dit pas son nom. Le chaos, la destruction de l'éducation. Donc il fallait que les Guinéens luttent contre ça. Et ils avaient raison de le faire. Et ils ont essayé. Il n'y avait pas d'option démocratique en Guinée. Il n'y avait pas tu ne pouvais pas créer un parti politique d'opposition.
Vous voyez ce qui est arrivé aux Petit Touré. Quand ils ont créé leur parti politique, ils se sont tous retrouvés en prison. On a laissé Petit Touré mourir de faim et de soif dans sa cellule. Hein? Donc, c'était ça le régime guinéen. Donc, les Guinéens avaient parfaitement raison de se lever et de lutter contre une tyrannie de façon, et de toutes les façons, d'ailleurs de façon militaire. Il fallait qu'ils luttent, prennent les armes contre ce système-là. Donc, c'est ce que les commandants Tchèques ont essayé de faire. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais au moins, ils ont eu le courage de mettre leur vie et de risquer leur vie pour aller libérer les Guinéens du joug du régime de Sékou Touré. Donc, c'est des gens dont nous saluons la mémoire et nous les continuons à les remercier pour avoir au moins tenté de le faire. Mais Sékou Touré allait de toute façon liquider les prisonniers qu'ils allaient arrêter. Ils n'ont pas... C'est des gens sans état d'âme. Ils ont arrêté des gens qui les ont été utiles toute la vie. Hein? Les Kassori Bangoura, les Baïdu Gueye, les docteurs Marega. C'est des gens qui les ont été utiles dans la vie. Hein? Donc, franchement, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce truc-là, et sur ce sujet. Nous avons assez débattu ici, mais je salue là, quand même leur effort. Et je remercie encore Bilgissa pour avoir eu le courage au moins d'écrire le livre sur son père. Donc, je vous rends l'antenne, le micro, je continue à remercier toujours Fréquence Ganda. Merci beaucoup. Merci, M. Lamine Diallo et M. Thierno Ibrahima Diallo. À vous la parole pour votre contribution. Je vous remercie, M. Barry, de m'avoir donné la parole. Et je ne serai pas long parce que tout a été dit. Et je vais tout simplement remercier notre sœur Bilgissa Diallo d'avoir pensé à écrire ce livre pour témoigner et apporter quelque chose à l'histoire de la Guinée. Parce que la véritable histoire de la Guinée, il n'est pas du tout connue, surtout pour les générations actuelles. Et c'est-à-dire, je plains les générations futures parce que nous risquons de sombrer dans l'ignorance totale de l'histoire de la Guinée. Donc, elle a été courageuse et elle est brave. Et son père, voilà l'exemple des véritables héros de la nation. Ceux qui ont pensé à la patrie et non pas pensé à leur propre intérêt ou bien à la politique. Ils ont tout simplement pensé à la patrie. Ils ont pensé que le pays a besoin d'être libéré. Donc, je pense que l'opération a échoué tout simplement parce que c'est Sékou Touré qui a préparé l'opération. Sékou Touré, il s'est entendu avec les Portugais et pour profiter de cette occasion et d'éliminer tous ceux-là qu'il voulait éliminer. Pas seulement les gens qui s'opposent à lui, mais seulement des gens qui appartiennent à des catégories que lui, il n'aime pas. Il a voulu les éliminer tous. Et ensuite, il a voulu utiliser l'événement comme un événement et toute l'Afrique allait le supporter dans ce sens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Moussa Traoré, président de Mali à l'époque, a dit que une partie de l'Afrique vient d'être violée et que c'est l'impérialisme dans sa conquête de recoloniser l'Afrique et que c'est ceci et cela. C'est d'ailleurs ce sujet qu'ils nous ont donné au baccalauréat première partie.
Parce qu'en ce temps, il y avait deux parties. En 11e, on faisait la première partie et en 12e, on faisait la deuxième partie du bac. So, je crois que Sékou Touré s'est entendu complètement avec les Portugais. Il y avait parmi les prisonniers portugais, il y avait le fils du maire de Lisbonne. Donc, celui-là a mis le paquet et ils ont signé avec Sékou Touré tout. Tout le plan a été formulé par Sékou Touré et les Portugais. Et c'est Sékou Touré d'ailleurs qui les a guidés. La preuve est qu'il a amené les prisonniers de Mamou pour les envoyer à Conakry et d'ailleurs à la Bellevue, c'est-à-dire où c'est facilement accessible par les Portugais. Et ils ont sacrifié les Noirs qui étaient là-dedans, les Noirs Guinéo-Bissau, Guinéens de Bissau et Guinéens de la Guinée. Tous ceux-ci ont été sacrifiés, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à mourir pour des choses qu'ils ignorent, d'ailleurs, totalement. Heureusement que le commandant Tcherno Diallo, lui, il a pu échapper. Et vraiment, chaque fois que je pense à ça, je suis très content que lui ne soit pas mort dans les mains de ce tyran. Parce que il torture inhumainement les prisonniers et les tue pour rien. C'est qu'on n'a pas tué seulement ses ennemis. Il a tué aussi des amis à lui, des très grands amis à lui. Les exemples sont nombreux. Donc, voilà ce que moi je prie aux historiens de la Guinée. De tout faire pour écrire. Je pense que les Guinéens n'aiment pas écrire et ils n'aiment pas parler de l'histoire. C'est la raison pour laquelle les générations actuelles et les générations futures risquent de rester complètement ignorantes de l'histoire de la Guinée, de l'histoire réelle. Tout est falsifié. Sékou a inventé de toutes pièces l'histoire de la Guinée. Et puis, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont très fiers de l'indépendance de la Guinée. Et nous savons que cette indépendance n'a coûté que très cher à la Guinée. Parce que il y a eu 60 ans de colonisation, il y a eu 63 ans maintenant de l'indépendance. Et ce que les colons ont réalisé dans le pays avant de partir, c'est encore mieux que ce que les régimes successifs de l'indépendance ont réalisé pour le pays. Si vous voyez aujourd'hui la souffrance que le peuple de Guinée et les populations guinéennes endurent lorsqu'on voit que pour voyager de Conakry à Mamou, il faut passer toute une journée. Et puis, sous la poussière. Alors que, normalement, Conakry, Zérekoré, ça devait être une journée de voyage, si les routes étaient bien entretenues et les ponts. Malheureusement, non. C'est-à-dire, cessons de parler politique. Et ce qui je suis très découragé quand je pense que certains de nos compatriotes pensent que les régimes leur appartiennent. Par exemple, on dit que le régime de Sékou Touré, c'est le régime des Malinké, le régime de Lansana Conté, c'est le régime des Soussou, et l'actuel régime, c'est le régime des Malinké. Ce n'est pas vrai. C'est le régime d'un petit clan qui entoure le président et qui profite et qui s'en fiche du reste. Donc nous devons tout faire pour penser à la Guinée, penser non pas à des individus qui ont fait du mal à la Guinée. Donc je pense que les Guinéens doivent se lever et savoir que la patrie est plus importante qu'un individu. Bon, alors
je rends hommage au commandant Tcherno et surtout que je rends hommage à toutes les victimes du régime sanguinaire de Sékou Touré. Je remercie M. Bachir d'avoir pu contacter cette famille pour nous donner des informations très importantes. Alors, je remercie aussi tout le monde et je remercie aussi la radio Gandal pour nous avoir ouvert ses portes et nous donner l'opportunité de donner ces informations aux populations guinéennes. Je vous remercie. Thierno Ibrahima Diallo Bouria. Merci, M. Diallo. Et si M. Bachir, si M. Chérif Baldé veut donner sa contribution, on lui donne la parole. M. Chérif. Voilà, je crois que Chérif n'est pas à l'écoute. Donc, encore une fois, on va rendre hommage à ceux qui méritent l'hommage. On a toujours fait croire en Guinée que ceux qui étaient venus le 22 novembre 1970 ce sont des traîtres, alors que c'est eux qui ont été trahis. Ça, ce sont des libérateurs. Ceux qui ont trahi, c'est ceux qui les ont traités de traîtres, ce sont ceux-là qui, effectivement, étaient les traîtres, c'est-à-dire que c'est le régime sanguinaire de Sékou Touré, et c'est lui qui a été le traître, et c'est lui qui est le traître guinéen. Mais nous devons être heureux quand même de comprendre qu'à travers ces témoignages, quand même qu'il y a des personnes, des citoyens guinéens qui sont levés pour donner leur vie et leur âme, pour libérer, qui ont compris que ce régime n'était pas la solution c'est le problème. Jusqu'à présent, c'est le problème guinéen, ce régime de Sékou Touré qui est là et qu'il faut éradiquer à tout prix. Et ces témoignages ont permis de comprendre quand même, permet de donner de l'espoir et de la fierté aux Guinéens. Parce qu'en fait, si depuis l'indépendance, on avait cru qu'il n'y avait pas de ces compatriotes qui sont levés pour abattre ce régime, libérer les Guinéens, on allait dire, mais voilà, vraiment, on ne peut pas être fiers en tant que Guinéens. Mais ces témoignages nous permettent de comprendre quand même qu'il y a de nos compatriotes qui sont levés pour dire, bon, voilà, il faut mettre fin à ce système-là. Et c'est ça, c'est un devoir pour nous tous. Il faut que les jeunes comprennent que le problème n'a fait que commencer et c'est le même problème. Depuis que Sékou Touré est venu au pouvoir et jusqu'à présent, il suffit de jeter un coup d'œil sur le passé et sur le présent pour comprendre qu'en fait, la Guinée est particulière en Guinée et en Afrique et dans le monde. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont vraiment guinéens. Donc, sans tarder, je voudrais, tout en rendant un hommage particulier à Ella Sankarela, à son panel pour la plateforme qu'il nous donne, et pour nous permettre de lire l'histoire de notre pays. Donc, M. Sankarela, si vous nous écoutez, nous passons la parole pour votre contribution, vous et votre panel. Merci. Je crois que vous avez demandé si Chérif Kadialiou était en ligne, non? Oui, il est en ligne. Oui. Il est en ligne. Oui, je suis en ligne maintenant. Ok, allez-y. Vous avez la parole, bonsoir, je salue tout le monde. Je salue le panel, je salue les auditeurs. Je suis très content d'être là, bien que je suis venu un peu en retard. C'est lorsque M. Diallo parlait que j'ai pu écouter, parce que j'étais en ligne avec ma famille là. Je remercie tout le monde pour les recherches que vous êtes en train de faire pour rétablir l'histoire telle qu'elle s'est passée depuis. J'essaierai d'être très
court dans mon intervention. Et ce que je veux dire ici, ce qui reste à faire, c'est beaucoup plus que ce qui est fait déjà pour contrer les choses que le peuple a subies, de Sékou Touré à nos jours. Voyant la réalité de ce que notre peuple subit en ce moment en Guinée, il serait très facile d'approuver ce que je viens de dire. Ce qui reste à faire, c'est beaucoup plus que ce qui a été fait pour contrer ces gens-là. Parce que c'est toujours la même chose qui continue sous une autre forme et beaucoup plus, de façon beaucoup plus méchante. L'oppression du peuple, quoi. Nous donnons crédit à tous ceux qui se sont battus pour apporter un changement qualitatif pour la vie de nos concitoyens. Il revient à nous aussi de continuer cette bataille-là par, beaucoup en changeant bien sûr les tactiques, parce que les premières n'ont prouvé que ça n'a pas marché, bien que c'était nécessaire et que ça a eu d'impact. Nous devons beaucoup plus nous organiser pour combattre ce qui se passe chez nous. Comme l'a dit tantôt M. Diallo, c'est un groupe qui est autour du président qui est en train de nous faire subir tout ce que nous subissons. C'est qu'ils sont là depuis 58, que ce soit c'est leurs parents ou eux-mêmes. J'ai suivi il y a 3 jours Madifi Ndiané parler de Diallo Télis. Certainement, quelques-uns parmi vous ont suivi la même chose sur Facebook. Vous comprendrez beaucoup plus facile pourquoi nous continuons à subir ce qu'il a relaté dans cette histoire-là. Encore de plus, je remercie tout le monde pour ce qui a été fait et ce que nous continuons à faire. Et je demande à ce que nous faisions plus pour expliquer à nos concitoyens le passé et ce qui doit être fait dans le futur pour parer à ça. Merci beaucoup. Et la Sankarela, donc nous passons la parole à votre panel, le panel de la grande Radio Gandal. Alors, je ne sais pas si Mme Ba Aïssatou est en ligne. Je avais envoyé mon truc. Elle est en mute ou quoi? Allô? Allô, oui. Abdourahmane, oui. Je crois qu'il oui, et là, Sankara, nous donnons la parole à votre panel pour votre contribution que nous connaissons très précieuse. Très précieuse. Je crois que là, l'essentiel a été dit et c'est tout autour du livre. Bon, j'ai traversé un peu le livre, c'est ce qu'on a dit ici depuis des années. Et c'est ce qui revient, c'est clair, Sékou a organisé le retour des gens de Mamou et de Kindia, et des Portugais, et les Portugais étaient venus les chercher, et n'ont pas aidé ces gens qu'ils ont trompés. Mais heureusement, le commandant Diallo n'a pas été arrêté, sinon il allait le laisser par terre s'il était descendu. Donc c'est ce que j'ai à dire. Je crois que Elhadj Ibrahima est là. Elhadj, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Ok, bonsoir à l'équipe de Fréquence Gandal, c'est-à-dire la commission centrale. Bonjour à vous tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Et puis, bonjour à monsieur Chérif Kadjalio. Vous êtes le bienvenu. Anytime, comme ils disent. Alors, merci. Oui, monsieur Diallo Lamine, monsieur Bachir Ba, monsieur Abdraman Bari,
tout le monde. Il y a eu beaucoup de décès de part et d'autre, alors nos condoléances sont partagées et les mêmes douleurs. Alors, pour ce qui est de capitaine Diallo Thierno, vous avez bien dit qu'on en a parlé plusieurs fois sous plusieurs formes. Et des sujets nous ramènent souvent à ces événements douloureux du 22 novembre. Maintenant, il y a une question que M. Diallo Lamine s'est posée, c'est-à-dire l'aéroport n'a pas été pris et la radio n'a pas été prise. Moi, j'avais eu à dire au cours de cette même émission la contribution de Jean-Marie Doré. Vous avez remarqué les difficultés, les contradictions qu'il y avait entre Sadou Bobo, David Souma. Et finalement, le côté militaire, il n'y avait qu'un seul individu, le commandant Thierno, qui était là, qui avait la notion de stratégie militaire. Alors que certains étaient là avec un esprit de politicien, disons, de politique politicienne. Mais Jean-Marie Doré a, selon mes informations, a contribué au rapprochement entre Sékou Touré et les autorités portugaises. Et Jean-Marie Doré a été mis au courant aussi de la participation pour avoir une opération conjointe entre Portugais et Guinéens libérateurs. Et que Jean-Marie Doré, effectivement, contribuait. Il était la boîte à lettres. On croyait qu'il était contre Sékou et que Sékou était contre lui, tout ça, mais ils étaient en contact. Madi Sindiané l'a confirmé lors d'une cérémonie du club Sékou Touré. Maintenant, pour ce qui est de la radio, nous savons que la radio était en bordure de la mer, On leur a donné l'ancienne adresse de Radio Banane, la première radio du temps colonial, et devant la Banque islamique aujourd'hui, à côté de l'école du centre, à Kaloum. Ça, c'était une diversion, une première. La deuxième diversion, en regardant et en écoutant la déposition d'un Portugais noir, d'un soldat portugais noir, dont le nom est Juan Januaro Lopez. Ce monsieur a dit qu'il est venu, il n'a pas tiré un coup de feu, il a rencontré une patrouille de miliciens, il leur a demandé où se trouve le chef de quartier, c'est-à-dire c'était le président de comité, à l'époque ça s'appelait président de comité, il est allé déposer ses armes. Il a dit, venez, regardez, il n'y a aucune trace de feu, il n'y a pas une odeur de feu, de poudre à Kano. Il dit que la Guinée est un pays frère, on leur a dit que c'est pour attaquer la Guinée, lui n'attaque pas la Guinée. Ça, c'est dans sa déposition, c'est dans le livre blanc. Mais il semble aussi que Juan Januaro Lopez, qui avait été jugé par une sorte de tribunal spécial, il a été écouté par une commission envoyée par les Nations Unies, semble que Juan Januaro Lopez avait été exfiltré du camp Boiro. Personne ne dira qu'il a entendu parler d'une exécution ou bien des circonstances de la mort de Juan Januaro Lopez. Et qu'il avait été exfiltré et envoyé vers le Brésil. Pour ce qui est de la radio, ça aussi, c'était sciemment fait. Maintenant, pourquoi ces diversions? Il semble que ça, c'est une lutte entre services secrets. Il semble que les Américains auraient appris qu'il y a un groupe de Guinéens qui voudrait renverser Sékou Touré. Et pour les Américains, si ce coup réussit, la France reprendrait la Guinée. Et que les Américains, qui ne comptent que sur Sékou Touré, allaient perdre tout ce sur quoi ils pouvaient compter pour le développement pour se faire de l'argent. Notamment les bauxites de Bokeh, de Sangaré. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà eu la création de OFAB, la partie guinéenne, Office de l'aménagement de Bokeh. Et immédiatement, la preuve, selon toujours mes sources, la preuve est que dès que ça s'est calmé un tout petit peu, en 72, ils ont lancé
la construction de CBG, les infrastructures et autres. Et les Russes se sont fâchés de l'autre côté, ils ont réclamé leur dette. Sékou a dit, prenez des billets et payez-vous. Donc, pour ce qui est de l'aéroport et de la radio, M. Diallo Labine, c'est ce que j'avais appris. Et je pourrais même vous dire ma source après. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, et qui avait été membre, qui était très actif pour cette opération de 70. Alors, félicitations à la sœur Bilgissa. Et puis, mes frères et sœurs, l'histoire continue. Mais nous devons revoir les choses. Bravo encore à Portal Cimental. Et merci à tout le monde. Je vais m'arrêter là. Et bonsoir. Et vous êtes chez vous, toujours, comme d'habitude. Okay. Merci. Merci, Ella Ibrahim. Ella Sankarela, si vous voyez M. Babaïlo de la France, si vous voyez vous reconnaissez son numéro, vous pouvez lui donner la parole. Ou bien Madame Ba de Washington. Maintenant, après eux, si vous vous pouvez passer la parole à l'auditoire. Moi, je voulais tout juste... Vous m'entendez? Allez-y, monsieur Ba. Ouais, reprendre un peu le point que Lamine a soulevé et qu'on a tous relaté ici sur la complicité de Sékou Touré. Et ça c'est là où le livre, effectivement, est assez silencieux, parce que Bilgissa veut utiliser des documents et donner des preuves. Mais les faisceaux sont accablants sur Sékou Touré, les présomptions de culpabilité et de connivence avec les trucs. Et puis elle le dit, bon, Sékou Touré était d'un calme tout à fait, pour un gars dont on attaque le pays, il était d'un calme. Bon. Et Madi Findiane a confirmé qu'ils étaient au courant de l'attaque. Et ils attendaient à ce que se fasse le samedi, je ne sais pas, la semaine d'avant. Ça ne s'est pas fait et puis ils ont laissé tomber l'état d'âme. Bon, tout ça, c'est des faisceaux qui clairement que Sékou Touré était de connivence. En plus, le matos dont Bilgissa, l'écrivain qui est en train de faire un livre aussi sur ce débarquement du 22 novembre, qui est un spécialiste de l'histoire militaire du Portugal. J'ai eu à échanger rapidement avec eux quand Bilgissa me l'a présenté. Et je l'ai poussé, il m'a dit non, il n'y a eu qu'un seul prisonnier qui a été transféré. Et ça, c'est parce qu'il avait voulu s'évader. Je lui ai dit, mais attends, il y a toujours... Je lui ai suggéré d'aller interviewer les prisonniers qui ont été déplacés, qui étaient arrêtés en Guinée, qu'on a libérés, et qu'ils disent où ils étaient s'ils ont été déplacés. Et il n'a jamais répondu. Après, la discussion s'est terminée à ce niveau. Et le fait même qu'on garde et comme l'a dit Lamine, l'interview que Bilgissa a réalisée avec un des organisateurs du coup, vers la fin du livre, où il dit qu'il y a des choses qu'il ne veut pas parler, après il a coupé la relation. Donc, du côté du Portugal, il y a un travail énorme à faire pour retrouver ces prisonniers, leurs témoignages, s'ils ne sont pas vivants, pour qu'ils témoignent de ce qui s'est exactement passé. Parce que si on a le faisceau simple qu'ils ont été déplacés de l'intérieur, les preuves maintenant, parce que ça tous les Guinéens le répètent, qu'on trouve les preuves qu'ils ont été déplacés et amenés à Conakry à la veille, bon, ça contribuera à un faisceau. Non, c'est là que le travail des historiens est extrêmement important. Et que nous devons tous les orienter à faire les recherches, parce que quand on fait des recherches en histoire, on trouve, si on n'a pas de documents militaires, effectivement, après la Révolution, Georges Matos m'a dit que tout a été détruit, que l'armée portugaise a détruit, la Guinée-Bissau, il n'y a pas de documents, et que vu que c'est des historiens qui travaillent à partir des documents, bon, mais en cherchant et en faisant des recoupements, le prisonnier qui a été libéré parce qu'il voulait s'évader, et la raison qu'il m'a donnée de dire que c'est parce qu'il voulait s'évader qu'on l'a traduit, mais le rôle de tout prisonnier, c'est de s'évader. C'est ça. On t'apprend dans l'armée, dès que tu es arrêté, il faut tout faire pour s'évader, pour sauver ta vie. Non, mais dire que c'est parce qu'il a voulu s'évader qu'on l'a transféré et qu'il ne faisait pas partie de marchandage, c'est un peu trop court. Donc voilà des questions que nous devons régurgiter, reposer de façon intelligente pour qu'on puisse effectivement tirer cette chose au clair. Parce que si on ne tire pas ça au clair, on continue à nous rebâcher que nos parents sont des traîtres, que c'est des vendus, que nous sommes des vauriens. Eh bien ça, on a le choix d'accepter ça ou bien de revenir, de reposer ces questions, de retrouver les gens. S'ils sont vivants, on doit les interroger.
s'ils ne sont pas vivants, bon, et tous les officiers qui sont à la retraite, leur expliquer les enjeux qu'il y a derrière leur silence. Parce qu'effectivement, tous ces prisonniers, on n'a jamais entendu parler d'eux. Et je répète encore, j'ai dit à ce chercheur portugais, pourquoi ne va-t-il pas intervenir? Ce qui m'a répondu, il n'y a qu'un seul qu'on a transféré. J'ai dit, mais attends, même ce gars-là, interroge-le. Et les autres, qui étaient prisonniers qu'on a libérés, même si on ne les a pas transférés, interviewez-les, ça fera une bonne partie de ton livre. Bon, je ne sais pas s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire, mais je pose la question ici publiquement pour que nous, entre Guinéens, on puisse régurgiter ces questions dans nos têtes et les transférer à nos enfants si on n'a pas le temps de les faire, mais les poser sur la place publique et montrer qu'il y a des zones d'ombre qu'on ne doit pas laisser passer comme ça parce que bon, on joue avec l'avenir de notre pays. Merci. Merci, M. Baël. Sans que l'auditoire, vous voyez, qui veulent contribuer, vous posez des questions, vous leur donnez la parole. J'ai une question là, M. Baël. Allez-y. Pour M. Babaché. Allez-y. Dans cette recherche que vous avez faite là, est-ce que vous avez eu la chance de parler avec des Guinéens, soit qui ont été accusés dans ce complot-là, ou qui étaient de l'administration, conçus plus ou moins proches du pouvoir, des gens qui étaient aptes à savoir un peu plus, qui peuvent aujourd'hui être disponible à parler de cette histoire-là. Parce que comme vous l'aviez dit, il est extrêmement important qu'on sache ce qui s'est passé pour effacer ce que notre communauté a été accusée de. Pour nous et pour nos enfants. Non, il faut dire que le livre a été fait par Bilgissa, qu'elle a plus fait des recherches au niveau du cycle qui ont été déclassifiés par la France sur l'opposition à l'extérieur, sur le mémoire inachevé que son père a laissé. C'est ce qu'elle a voulu partager avec nous. Maintenant, nous, ce à quoi nous devons nous interroger, on sait que Jean-Marie Doré, comme l'a souligné El Hadji Ibrahim, était de connivence avec le régime de Sékou-Touré. Et l'avenue qui, à mon avis, qui importe de voir, l'hypothèse que je lance, c'est que Jean-Marie Doré a dû servir d'intermédiaire derrière le dos des autres Guinéens qui étaient engagés pour qu'ils passent un contrat en disant que bon, si ils utilisent des Guinéens, ça va servir Sékou Touré, eux, ça va les servir comme couverture, on dira que c'est eux c'est des Guinéens qui ont organisé le coup, c'est pas eux. Rappelons-nous que pendant des années, et jusqu'à présent d'ailleurs, dans le livre de Bilgui, ça montre qu'il y a des officiers qui ne veulent pas admettre publiquement que le Portugal était derrière cette affaire. Le Portugal n'a jamais, de Gaetano en tout cas, a toujours refusé de cautionner l'idée que le Portugal était derrière. Donc, ils ont pris les Guinéens comme otages, ils les ont utilisés, et entre-temps, il y a des Guinéens traîtres comme le Jean-Marie Doré qui ont dit à Sékou Touré, mais attends, ramène les prisonniers, ces gens-là vont attaquer, le monde entier verra que tu es attaqué, après tu pourras faire ce que tu veux, personne ne pourra t'emmerder. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà l'hypothèse sur laquelle nous, on doit bâtir. Ça ne veut pas dire qu'on doit être prisonnier de notre hypothèse, mais orienter les recherches dans ce sens. Et les créneaux à rechercher sont les prisonniers qu'on a libérés, dont on n'a jamais parlé, comme je l'ai dit, j'ai soulevé le problème, ce n'est allé nulle part. Donc ça, c'est un premier créneau. Parce qu'eux, ils pourraient éclairer pourquoi on les a cachés. Le secret militaire, après 50 ans après, on n'en parle toujours pas. Et pourquoi ce secret militaire? Quels sont les marchandages qu'il y a eu derrière? Sur notre dos, sur nos parents, dans tous les sens. Ceux qui se sont battus pour balayer le régime qu'on a liquidé, ceux qui ont échappé sont restés dans le silence avec une empreinte infamante. Ceux qui ont résidé en Guinée ont été accusés, ont été arrêtés, pendus et déchiquetés en public. Les autres, on les a enterrés vivants. On a jeté des gens vivants dans des hélicoptères. Et ça, c'est des épisodes qu'on ne doit pas lâcher. Si on lâche ça, eh bien, c'est pas la peine de faire la politique. Pas la peine de prétendre construire une autre société.
Voilà les hypothèses sur lesquelles on doit travailler sans relâche et jusqu'à ce qu'on éclaire point par point toutes ces questions. Et ça s'éclairera parce que, heureusement qu'on a une nouvelle génération du genre de Bilgissa qui s'intéresse à ces problèmes. Et petit à petit, eh bien, on arrivera à retrouver le fond du problème, Inch'Allah. Merci, M. Ba. Merci beaucoup. Allez, M. Ba, si vous permettez, on va passer la parole. Nous sommes vers la fin du temps qui nous est imparti. Alors, si vous avez un résumé ou une conclusion à faire, M. Bachir Ba, on va vous donner la parole. Une autre question, M. Barry, avant une courte question, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, à propos du livre, oui. Où on peut trouver ce livre-là? Non, il est sur Amazon, il est sur l'Harmattan. Et on peut, je crois qu'il y a une version Kindle, on peut downloader, on peut se le procurer sans problème. Ok. C'est de taper Opération Mar Verde, Bilgissa Diallo. Opération Mar Verde. Ok. Ouais, je peux te texter le truc. Ouais. Mais je l'ai envoyé de toute façon sur le groupe de Portal et tous les autres groupes forums cet après-midi. Ok. Alors là, c'est bien. D'accord. Merci. Je voudrais rajouter une précision, s'il vous plaît. Et lorsque j'ai parlé de Jean-Marie Doré, toujours selon mes sources, il semble que la dernière réunion des Guinéens qui devaient participer à cette opération, la dernière réunion en Europe s'est tenue à Genève, dans le salon de Jean-Marie Doré. De Genève, maintenant, il fallait repartir en Afrique, mais via Lisbonne. Et David Souma a été retenu par les autorités portugaises à Lisbonne. C'est ça. Comment dirais-je, tout ça pour confirmer que les États-Unis avaient lancé une sorte de hola aux autorités portugaises. Allez prendre vos prisonniers, laissez les autres entre eux. Ne faites pas de sorte que ces coups soient renversés, sinon ils vont perdre tous les investissements qu'ils voudraient faire pour la Guinée. Et il semble aussi que les autorités américaines avaient assuré à Sékou Touré la sécurité de son régime, la survie de son régime. Bien qu'on ait entendu insulter les Américains en disant CIA, tout ça. Et cela suite à la crise de Cuba. Ça, c'est une autre histoire, qu'on reviendra dessus une autre fois. Mais que les Américains étaient en plein ils ont contribué en avant tout pour ne pas que l'opération du côté guinéen réussisse. Du côté portugais, ok, pas de problème. C'est ce que je voulais rajouter. Mais il y a plusieurs versions. Bilgissa soulève le même problème, le fait que c'était bizarre, parce que bon, si David Souma était pressenti comme être président selon lui et selon son groupe, comment ça se fait que c'est Siraju Diallo et commandant Tcherno qui étaient dans le bateau? Bon, l'hypothèse pourrait être que bon, lui en tant que président, on voulait le sauver, mais l'autre hypothèse qui dit qu'il a été retenu comme en résidence surveillée à Lisbonne et qui transparaît dans le livre de Bilgissa, c'est que les officiers portugais, bien qu'ils comprennent que, et ça c'est clair dans le livre, c'est pas si clair, je veux dire, c'est implicite, que l'objectif de l'opération allait foirer, donc on les a utilisés comme couverture, mais s'il y avait succès, ils auraient aimé que ce soit commandant Tcherno qui prenne le pouvoir. Voilà ce qu'elle a soulevé, elle a posé après la même question, comment ça se fait que celui qui était pressenti ne soit pas là, lorsque c'est un autre qu'on accuse, Siraj Diallo, qui n'a jamais voulu dire oui ou non, et commandant Tcherno qui a toujours dit que lui il était là, et bon, pourquoi les officiers, et l'un des officiers a dit qu'ils font plus confiance à commandant Tcherno que à David Souma. Comment ça se fait que David Souma était absent? L'avait-on mis en réserve? Voulait-on court-circuiter? Et le court-circuiter, voulait-on utiliser commandant Tcherno en jouant sur la fraternité militaire? Toutes ces questions-là sont de bonne guerre. Mais c'est à nous de les poser de façon intelligente pour trouver les indications
qui font sens et ouvrir des pistes de recherche pour les historiens de l'avenir. Merci. Bien. Donc, ça sera ma conclusion. Voilà, mais avant, donc, je voudrais quand même vous demander si vous avez quelques informations à donner sur les travaux que vous êtes en train de remise en service du site de Guinée. Oui, bon, j'ai envoyé effectivement les websites, la plupart d'entre eux sont en ligne actuellement. Tous, le Kamboaro.org est devenu le Kamboaro.net. Les autres websites, Webfuta, c'est webfuta.site au lieu de .net. Donc, tous les autres web, il suffit de remplacer .net par .site. On retrouve toutes les données telles qu'elles ont été CV par mon frère le 18 en août 2018. Et donc le website Kamboaro a été remis avec un nouveau template, mais toutes les données qui existaient ont été rajoutées. Il y a un problème de navigation, mais toutes les données, en faisant un peu de patience, en tapant sur le nom, on retrouve toutes les données augmentées de toutes les émissions qu'on a faites sur la plupart et augmentées de toutes les données qu'on a récupérées. Donc ça, c'est en ligne, c'est une bonne chose parce que c'est notre source d'inspiration. Il reste, hier j'ai fini de mettre en ligne le Web Monday, donc il reste le Web Forêt, Web Côte, le Web Linguistique Africa et puis le Web America qui ont été développés avec WordPress. Et je suis en train de chercher de l'aide technique pour faire de la migration de WordPress sur un nouveau site. En principe, ça devrait se faire, mais je ne connais pas encore l'effort à faire. J'imagine que d'ici 2 mois, tous les webs seront disponibles et accessibles pour des modifications et des rajouts de données. Donc l'appel qu'on lance, c'est des techniciens, s'ils veulent participer. Si ces gens ont des données, des photos, des écrits, des documents, ils n'ont qu'à les envoyer. Des jeunes m'ont contacté de la France, et du Canada, et ma fille qui est en Angleterre, ils ont créé un groupe qui s'appelle GoFundMe pour mettre en place un groupe de support. Ils interviennent dans la technique, ils auront accès aux données et ils veulent prendre la relève. Donc ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'idées pour le développer, donc ils sont en train d'y entrer petit à petit, ce qui est une bonne chose pour l'avenir. Et quelles sont les informations qu'on a dans le site le Kamboaro.net? Quelles informations on peut trouver là-bas? Toutes les victimes, tous les complots, un truc exhaustif sur la vie de Sékou Touré, les émissions qu'on a faites. Sur la plupart des victimes, on met en ligne. En même temps, il y a un lien. Quand on trouve la victime, on va trouver un lien sur les émissions qu'on a faites, en même temps que les papiers que les familles ont fournis. Tout ça sur le Kamboaro, tel qu'il était avant, est enrichi avec les données nouvelles qu'on a reçues les 2 dernières années. Donc ça, c'est en ligne. Et c'est les liens sur Web Guinée et tous sont presque là. C'est le blog de Siraji que je n'arrive pas à récupérer. C'est extrêmement riche. Il faisait 15 gigabytes. Bon, ça, si on le récupère, ça va presque couvrir 90% de ce qui existe, 95% de ce qui avait été créé. Merci. Singewadi andu ko